Qui pouvait mieux réhabiliter Sanokho que l'université? Et de quelle manière? Quelle belle revanche sur l'histoire d'une vie fragmentée, douloureuse, injuste. Nous voici presque au tribunal du temps. Et quel meilleur juge que le temps? La victime, on la connaît. Le respect, professeur. Voilà, donc nous accueillons, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup, le professeur Mamou Sebiagne à la table. Nous voici donc presque, avec ce livre, au tribunal du temps, et quel meilleur juge que le temps. La victime, on la connaît. C'est elle qui nous vaut ce puissant livre du professeur Gay et cette présence de qualité des hôtes réunis autour de cette table. Je voudrais dire que nous nous honorons de la présence de M. Sow, représentant de notre si précieux ami et frère, le ministre Marito Ounian, non moins professeur et incurable mathématicien. Le bien-aimé grand frère, lumineux, puissant et décisif maître en philosophie, Mamou Sebiagne, ici présent, merci de nous donner ce rare bonheur de partager cette table avec vous. Mon cher Massamba Gay, merci de tes mots qui en disent sans doute plus que je ne suis. C'est ta marque précieuse de générosité, sans compter ce grand bonheur que nous avons toujours à t'écouter, de la vraie confiture. Je salue le professeur Omar Gueye qui nous vaut cet après-midi de grâce autour d'un livre qui fera date. Je salue en lui un sommeur de savoir, un homme serein, un chercheur généreux et obstiné. À vous tous ici, que je nomme par vos noms, nous disons combien votre présence nous touche. Qui oserait penser qu'un jour des professeurs émérites, des philosophes, des mathématiciens, des poètes, des éditeurs seraient ensemble autour de l'homme Sanokho? Quand on pense que de grands écrivains, de grands penseurs n'ont pas eu l'attention de l'université, cette université-là doit garder son magistère. Ce combat n'a pas de prix. La défaite de l'esprit, le recul de la pensée sont un renoncement sans nom. L'histoire de ces livres est notre histoire à tous. Celle d'un pays qui doit faire du partage et du respect pour ses plus inoubliables artistes, l'éthique de sa mission culturelle. Sanokho méritait ce livre. Il mérite ce jour en pleine lumière. Il n'a jamais rien demandé pour lui. C'est nous qui demandons pour lui. Non de son vivant d'ailleurs, mais aujourd'hui que l'université, par l'intermédiaire du professeur Gay, le révèle à son pays, à son peuple, à son continent, au monde. Sanokho nous servait. Il ne s'est jamais servi. À chacun de choisir de servir son pays là où il est le meilleur. Sanokho a rempli sa mission. Professeur Gay, il existe tant de livres, mais qui s'écrivent et qui n'éclairent plus rien.
Vous allumez ici, quant à vous, en ce jour, un bel incendie. Comme disait le poète, vous nous livrez un être resplendissant qui chaque jour nous offrait une étoile. Vous voilà renouvelant le sens du voyage, de ceux qui, dans les ténèbres, gouvernaient la lumière pour nourrir le chemin de leurs semblables. Sanokho vivait dans les glaciers de la fange. Rarement, sa difficile et inacceptable existence remontait la trajectoire solaire. Et c'est justement de là, comme une sorte de volonté divine, qu'il puisait son or et son diamant. C'est dans le monde des tripots malfamés et des prisons qu'il avait ses circuits électriques. Professeur, votre livre est un voyage d'humanité. Il m'a ému et profondément marqué. C'est pour cette raison que j'ai accepté fort humblement d'en rédiger longue préface. Je fais partie d'une génération que Sanokho a marquée au fer rouge. Pourquoi d'ailleurs, me suis-je souvent demandé, avoir été tant marqué par cet artiste au langage mais si bas, si osé, si cru, si salé. Mais mon Dieu, si bien pensé, si bien tourné, si bien dit, si bien chanté, si bien touchant et si curatif. Le peuple. Oui, le peuple. Cet artiste disait notre peuple, notre vrai peuple. Il était la société sénégalaise dans ses frasques, ses vérités, ses émotions, ses fraternités, ses rejets, ses vanités, ses suffisances, ses mépris, ses hypocrisies, ses vernis et ses cacheteries. Sanokho savait nous rendre tout cela en passant par la provocation, par les rires, par l'audace de la créativité. On l'a dit tout à l'heure, il était Coluche, Guy Bedos, Jamel Debbouze, Thierry Le Luron réunis en un seul homme. Vous l'avez également dit, il aurait vécu comme un prince en Europe. Il est mort ici, la bouche ouverte, dans une vie de galère insoutenable. À mesure publique, hors pair, il révélait au grand jour nos tares et nos hypocrisies. Avec Sanokho, je me suis toujours demandé comment on pouvait être aussi pauvre et être heureux. Et c'est le professeur Omar Gueye qui me répond. On ne peut pas faire rire si on n'est pas heureux. Sa vie m'a bouleversé. Il est mort comme il n'a pas vécu, en silence, à 39 ans. Dieu, dit-on, aime rappeler auprès de lui les belles âmes, très jeunes. Sanokho était de celles-là. Nous aurons du mal à donner un vrai nom à ce destin si singulier, si cruel. Pour lui éviter la fosse commune où gisent tant d'artistes, je demande à la communauté artistique, à l'institution républicaine en charge de la culture, ensemble, de déposer le 21 avril de chaque année une gerbe de prière sur la tombe de Sanokho. Commençons d'abord par aller repérer sa tombe au cimetière de Pikine, où il repose depuis 1994, 21 ans maintenant, afin de rendre cette tombe digne, afin de ne pas rendre cette tombe anonyme. Sanokho le mérite. Il était un pur joyau. Faisons ensemble ici ce serment pour que cette belle rencontre ne soit pas vaine. Depuis longtemps, très longtemps, des amis et des parents prient pour que cet immense artiste soit réhabilité, rendu à son peuple et à l'actualité. Personne ne répondait.
et le professeur Omar Gueye est arrivé. Nous laissons à Dieu le soin de vous rendre ce que vous avez donné, professeur, avec tant de générosité et de savoir-faire. Votre livre restera. Sanokho est ici avec nous. Il nous dit qu'il est heureux. Nous le croyons. Ceux qui sont avec lui au ciel sont sans doute les plus comblés. Et Dieu ne doit pas s'ennuyer avec un tel hôte. Sanokho nous dit d'ailleurs, de là où il est, faites semblant de pleurer, et je fais semblant de mourir. À bien y penser, Sanokho n'était pas un marginal, comme le veut l'histoire de sa vie. C'est nous, mais qui l'étions. Avec lui, c'est la vérité qui se trompait toujours, jamais lui. À sa famille, nous disons tous ici, le professeur Omar Gueye le premier, que nous ne vous laisserons pas l'aimer plus que nous. À cette jeunesse, à ces étudiants présents dans cette salle et qui n'ont pas connu Sanokho, je vous demande, au-delà de Sanokho, de lire, de lire, de lire, de beaucoup lire, jusqu'à l'obsession. Je vous remercie. Que nos universités ne seront des universités africaines qu'à partir du moment où elles apprendront à penser l'Afrique et ses propres productions. Et je me souviens de la difficulté que j'ai eue, c'était dans les années 78, je crois, à faire inscrire un mémoire de maîtrise sur Ndiaga Mbaye. Alors, sujet pris, choisi, audacieux, choisi par Hamidou Dia, l'actuel conseiller du président de la République. Parce que Youssou Ndiaga Mbaye, comment peut-on en faire un sujet de réflexion sérieuse? J'ai eu la même difficulté par la suite à diriger un mémoire sur Youssou Ndour. Puis, l'acceptation se faisant de plus en plus, le rectorat a organisé une soirée intitulée Le griot et le philosophe, où, dans un face-à-face mémorable avec le maître Samba Diabaré Samb, nous nous sommes intéressés à l'histoire du Sénégal. Et il ne s'agissait pas que de penser. Il s'agissait de montrer que l'université née africaine et une université de manière générale n'est telle que lorsque elle apprend à penser son propre dehors et à faire en sorte que son propre dehors soit son dedans. Parce qu'il n'y a pas de dehors de l'université, justement, et c'est ce qui fait son caractère d'universaliste. Sinon, il lui manquera quelque chose, et il lui manquera quelque chose d'essentiel. Et ce jour-là, ce qui s'est passé, au-delà de ce que nous avions à simplement réfléchir, c'est-à-dire à rendre à la société, c'était un comportement absolument extraordinaire que je me plais toujours à relever de notre collègue Ngaïdé, qui c'est cet après-midi, je ne sais pas s'il est dans la salle ou non, qui a vidé ses poches, ses billets de 10 000 francs qu'il venait de recevoir l'après-midi même en guise de salaire, et les a déposés au pied de l'artiste lorsqu'il a entamé le laguia. Alors c'est cela qu'il s'agit de faire, c'est cela que Amadou Lamine Sall a évoqué tout à l'heure avec tellement de talent qu'il n'y a pas à y revenir. Parce que autant Nietzsche dit que les poètes sont de redoutables menteurs, il se rattrape en disant ils sont les seuls à avoir vu entre le ciel et la terre ce qu'aucun autre œil humain ne peut percevoir. Donc seul un poète pouvait préfacer d'une certaine façon
une œuvre consacrée au rire. Justement parce que les deux se partagent le terrain de l'imaginaire d'une façon incroyable. Et quand on lit son texte en le mettant en regard des thèmes évoqués par Sanokho, on se rend compte qu'en réalité leur complicité va au-delà de ce que lui-même écrit comme préfacier. Il faudrait que lui fasse une thèse là-dessus, où on travaille de réflexion théorique simplement sur la question. Ce qu'il a inauguré avec cette préface, qui n'est que une préface, c'est-à-dire ce qui figure en frontispice d'une œuvre à méditer, à reméditer. Il a dit lire, relire et relire encore. Parce qu'au-delà du rire, ce qui est la dernière parole, je crois, de sa préface, il s'agit de rire, du rire lui-même. Et lorsque il n'y a pas que nous qui rions, lorsque les dieux eux-mêmes se mettent à rire, parce que Sanokho, dit-il, fera rigoler même Dieu. Son métier sera à ce moment-là élevé, exaucé au rang d'un métier divin. Parce que seuls les poètes, seuls les artistes savent faire rire véritablement les dieux. Depuis Aristophane, c'est un thème immortel de toute façon. C'est maintenant donc que je salue et que je remercie ceux qui ont commencé sans que je sois là, parce que ça me permet de parler dans l'ignorance de ce qu'ils ont eu à dire et de pouvoir librement moi-même dire ce que j'ai envie de dire, y compris lorsque j'aurai à délirer. Et ce sera votre faute également, mes amis. Et vous savez, le titre du livre d'abord est si bien choisi que je ne sais pas comment il a déplacé le premier titre qu'il avait en vue, en parlant de métier du rire, et en parlant de rire conçu comme pratique professionnelle. Pourquoi métier du rire si on conçoit un métier comme une activité de production à partir d'une matière première, eh bien, il nous faut considérer que c'est une activité démiurgique. C'est ce mot que les Grecs ont utilisé pour parler de celui qui a ordonné le cosmos. Le Dieu ne crée pas à partir de rien, comme le Dieu des religions abrahamiques et les dieux donc de l'islam ou du christianisme. Il ordonne le chaos. C'est un artisan, c'est un ouvrier, c'est quelqu'un qui a un métier. Donc vous voyez, lorsque un homme qui a fait du rire son métier va faire rigoler quelqu'un qui a fait de la construction du monde son métier, mais c'est un vaste programme. Et c'est très exactement ça pour moi la portée de ce titre. Matière première, c'est quoi donc? C'est notre société. À travers cet art, à travers ses perfections et ses imperfections, c'est dans les niches de cette société, c'est dans les lieux où cette société joue. Et quand je dis jouer, il ne s'agit pas d'une activité ludique. C'est comme lorsqu'on parle de deux pièces mal ajustées et dont on dit que ça joue. C'est une activité d'artisan, c'est une activité de menuiserie. À ce moment-là, le bois grince et ça joue, on dit. C'est ce type de jeu-là, donc de jonction mal faite de deux pièces, et c'est là que se niche précisément le travail du comédien. Il faut qu'une société présente des trous. Il faut qu'une société soit en elle-même défaillante par rapport à son propre ajustement pour que le travail du comédien soit possible. On a dit, on a pensé, et c'est parfaitement vérifiable un peu partout, que les sociétés se partagent du point de vue de la chronologie et du point de vue de leur procédé, de leur processus de transformation entre la tragédie et la comédie. La tragédie, c'est toujours le moment où une société s'exalte, est sûre de ses valeurs, elle a des références,
Et ces références font une sorte d'unanimité ou de consensus. La comédie n'intervient dans une société qu'à partir du moment où il y a crise, où cette société peut se voir et rire d'elle-même. Et lorsque ça arrive, la révolution n'est jamais loin. La différence, l'écart entre Corneille et Molière n'est pas un écart chronologique. C'est un écart entre genres littéraires, mais c'est surtout un écart dans des modalités de voir le monde. Et c'est cela que Sanokho nous a révélé, c'est cela que Oumar Gueye perçoit. Et son art, son talent, c'est cela que je voulais vraiment dire sur ce plan-là, son talent aura été d'avoir une vision perspectiviste, multiperspectiviste, pour pouvoir saisir un objet aussi fuyant, à facettes multiples. Lui, comme ça l'ont souligné, à facettes multiples. Pour regarder quelque chose qui a facettes multiples et dont il faut faire le tour, il n'y a que ces deux façons d'être. Il faut en faire le tour et avoir une perspective après l'autre, ou d'un seul coup avoir plusieurs perspectives. Percevoir comme sociologue, comme historien, comme philosophe, comme poète. Être ce que Nietzsche appelait un miroir aux 100 yeux. Il faut avoir 100 yeux pour voir quelque chose qui a 100 facettes. Et quand vous regardez un petit peu son texte, c'est un petit peu comme ça que ça se présente. Il ne peut pas, il ne décrit pas, il résume, il scénarise. Il scénarise et c'est en cela qu'il montre que Sanokho était un pur produit de l'oralité. Et c'est sur cela que j'aurais aimé avoir un débat très profond avec lui. Et c'est un débat que nous pouvons servir à nos étudiants de master, parce que c'est un débat extrêmement sérieux. Le rire, c'est ce qui peut faire rigoler, au sens élémentaire du terme. Mais je fais là la différence entre les rigolards, le rigolard et le rigoleur. Et c'est le rigoleur. Je régresse moi au niveau des rigoleurs pour pouvoir revenir sur la question du métier qu'est le métier du rire. Le métier du rire, c'est donc faire rire tout en riant et en riant arriver à faire en sorte que le rire se fige d'un seul coup. Qu'on se dise, est-ce que c'est si rigolo que ça, au fond? Et on est saisi d'une sorte d'inquiétude, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de non-quiétude. On est plus assuré, on n'est plus sûr de rien. Ce gars-là, ce qu'il dit de nous, ce qu'il dit du mbaran, ce qu'il dit des filles qui font le mbaran, ce qu'il dit dans les dibiteries, ce qu'il dit, ce qu'il voit dans les maquis, ce que les Ivoiriens appellent des maquis, mais c'est nous-mêmes, c'est le miroir qu'il nous tend. Et c'est inquiétant. Parce que personne n'aime se voir tout nu. Personne n'aime être déshabillé. Et c'est parce que ça inquiète justement d'ailleurs qu'on essaie de le mettre à distance. Excusez-moi. Voilà, c'est inopportun. Voilà, c'est digne de Sanokho. Il ferait un sketch là-dedans, sur cette affaire-là, en disant au beau milieu de la parole, le téléphone vient de manière inopportune interrompre l'analyse. Non, c'est sur quoi j'étais donc, c'est sur le fait que, de ce point de vue-là, le rigoleur nous saisit au plus profond de nous-mêmes, là où nous essayons de nous dérober, de nous cacher derrière des masques. C'est en cela qu'il est subversif. Et c'est en cela qu'il est dangereux. Et c'est en cela que nous le rejetons. Le marginal, c'est celui que nous maintenons exprès à la marge parce qu'il dérange un système. Tout système qui veut fonctionner
y compris en se mentant et en mentant aux autres, est obligé de construire une marge au-delà de laquelle il confine ce qui peut le détruire. Et c'est cela qui fait que le personnage est tragique. Il est tellement tragique qu'il rappelle un petit peu, même dans sa mort, je me dis qu'il n'y a rien de plus rigolo que de se faire renverser par une charrette, mourir écrasé par une charrette, ou mourir écrasé par un Diaganyaï. Mais vous imaginez cela. Mais il n'y a rien de moins sublime que cela. On dirait qu'il l'a fait exprès. Non, mais on dirait qu'il l'a fait exprès. Comme Barthes qui meurt écrasé par une voiture. Celui qui a écrit le plaisir du texte, celui qui passait pour être le sémiologue par excellence, le maître de la langue en France, de l'analyse, est bêtement, banalement écrasé par une voiture. Mais ce n'était pas un Ndiaganyaï. Ndiaganyaï, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Écrasé par une Mercedes, ça fait plus noble. Mais absolument, non, mais s'il faut choisir la voiture qui vous écrase, que ça soit au moins une Mercedes, Benz, mais être écrasé par un Ndiaganyaï, et figurez-vous, c'est un sketch qu'il n'aura jamais écrit, qu'il n'aura jamais joué, mais qu'il a produit. Et c'est cette image-là qui nous reste. Ça, il l'a fait vraiment exprès. Non, je le soupçonne un petit peu de l'avoir fait exprès. Parce qu'il n'y a pas de mort plus rigolo. Non, il n'y a pas de mort plus rigolo. C'est vrai, tomber d'une tour, oui. Se noyer, oui. Un Ndiaganyaï, tout sauf ça. Et je suis persuadé que c'était en plus un vieux Ndiaganyaï. Ça ne devait même pas être... Non, mais il y a la sotra, quoi. On peut se mettre sous les roues de l'académique. Ça, je peux comprendre. Et c'est ce que je dis quelquefois à mes étudiants. Si vous êtes tenté de vous suicider, choisissez au moins l'instrument du suicide, une voiture toute neuve, ainsi de suite. Et à ce moment-là, en le faisant exprès, vous aurez choisi exprès l'instant de votre mort, ce qui est la liberté absolue. De dire demain, je mourrai à 5 heures. Et à 5 heures pile, vous balancez sous les pieds, sous les roues d'une Mercedes. Mais là, c'est un Ndiaganyaï, c'est bien ça. Hein? Je ne me trompe pas, c'est un cas rapide. Et je dis c'est un Ndiaganyaï, et c'est un Ndiaganyaï pas tout à fait neuf qui est rafistolé de tous côtés. Voilà. Comment meurt vraiment un artiste. Voilà comment meurt un artiste. C'est-à-dire quelqu'un qui inverse le réel. C'est quelqu'un qui inverse le réel. Et c'est dans ce rythme, dans cette inversion-là, que les sociétés faisaient exprès quelquefois de jouer leur propre, dans les rites extrêmement sacrés, faisaient jouer leur propre disparition pour pouvoir la conjurer. Et oui, toutes les sociétés ont joué leur propre mort d'une certaine façon, d'avance, pour pouvoir rejeter la mort. Et ça, nous savons banalement que ça commence dès les actes même de nomination. Le fait même de nommer, on peut nommer négativement pour pouvoir retenir positivement. Mais ça, c'est banal, nous le savons tous. Dans nos sociétés, quand nous voyons quelqu'un s'appeler Sun, quand nous voyons appeler quelqu'un Sagar, quand nous voyons, il y avait une vieille dame qui habitait dans notre rue, qui s'appelait Yakmbotu. Yakmbotu, est-ce que vous imaginez? On était un peu embêtés de l'appeler comme ça, parce que sa mère perdait tous ses enfants en bas âge. Et donc, et elle est là maintenant. On a réussi à la fixer par cette inversion des signes, cette inversion dans l'ordre du symbolique. Alors c'est cela que ce bonhomme-là s'est amusé à faire toute sa vie, en nous inversant, en montrant notre envers, c'est-à-dire ce que nous cherchons à cacher, ce que nous ne pouvons offrir que contraint et forcé. Il nous y a contraint en nous montrant ça à la télé en plus.
C'est ça qui est extraordinaire. Parce que ça aurait été dans du théâtre de quartier, ce ne serait pas grave. Mais il a utilisé le média le plus puissant pour l'introduire à l'intérieur de nos familles. Et ça, il n'y a pas d'agression plus forte. Il fallait trouver absolument une parade. Et la société a essayé de trouver une parade. En rigolant du rigoleur, en lui retournant ses propres armes, en essayant de le faire. C'est un duel sans fin. C'est pour ça que ce livre, qui de 140 pages à peu près, c'est un livre de 500 pages. C'est un livre de 500 pages, en réalité. Si l'auteur voulait continuer cette analyse, et s'il en fait l'objet d'un débat en master avec des étudiants qui veulent faire des thèses, il a là une matière infinie. Simplement parce qu'il n'y a pas de fin. L'écrasement par le cas rapide n'est pas une fin. C'est des points de suspension. Et il n'y a rien de plus riche que les points de suspension. Le point de suspension, c'est un etc. Un etc., c'est lorsqu'on est fatigué de nommer, de compter. Non, ça l'a dit très brièvement. C'est parce que ce livre a une suite de nombres. C'est lorsque, quand on l'a trouvé, le nombre transfini, c'est toujours n plus 1. Quel que soit le nombre que vous évoquez, de toute manière, vous ajoutez 1 et vous passez au nombre suivant. C'est cela que ce gars-là a fait. Et c'est pour cela que ceux qui l'ont suivi se sont appelés numéro 2, Sanokho numéro 2, Sanokho numéro 3, comme les lutteurs le font. De toute manière, c'est une duplication à l'infini. Et une duplication à l'infini, vous l'obtenez lorsque vous prenez deux miroirs rigoureusement parallèles qui se renvoient la même image à l'infini. Chacun renvoie à l'autre. Et qu'est-ce que c'est ces miroirs-là? Qu'est-ce que c'est que ces miroirs-là? Mais c'est nos yeux. C'est nos yeux. Socrate dit quelque part que l'œil ne voit pas qu'il voit. L'œil ne voit pas qu'il voit. Sauf en se mirant, en prenant pour miroir l'œil du vis-à-vis. C'est un œil qui voit dans l'autre œil véritablement ce qu'il est. Or, l'œil de ce bonhomme est un œil immense qui est braqué sur notre société et dans lequel nous nous mirons pour voir des choses qui ne nous font pas toujours plaisir. Et il n'était pas là pour nous faire plaisir et il s'en foutait, littéralement. C'est surtout ça. Il s'en foutait littéralement. Ou il donnait l'impression, en tout cas. Et il était très convaincant dans ce jeu-là, de miroir qui se renvoie la même image. Donc l'instabilité. Donc l'obligation dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous sommes tout seuls, de nous dire, c'est bien, on a envie vraiment d'utiliser de gros mots, excusez-moi, merde, ce bonhomme, il a raison après tout. Mais on ne le dira jamais, tout ou. Oui, et la différence est entre ce qui est avoué et ce qui est inavoué. Et c'est dans ce semi-aveu, dans cette semi-confidence qui nous oblige à entrer. Il y a des passages qui sont vraiment extraordinaires, qui sont figés là dans ce que Salles décrivait en disant qu'il avait un art, il avait un don. Et c'est ce qui le différencie des autres, des Sanokho 2 ou des Sanokho 3. Je dirais que les autres avaient du métier. On peut devenir un comédien, travailler ça. En travaillant ça, on finit par des répétitions interminables, par faire des choses très bien. Mais lui, il avait du talent. Il avait du génie. Et ça ne s'apprend jamais comme métier. C'est pas en bossant qu'on l'obtient. C'est spontanément. Et c'est pour ça qu'il est difficile à traiter. Et c'est pour ça que je comprends les questions méthodologiques que l'auteur évoque très tard dans son livre d'ailleurs. Et que ce méthodologique. Je crois que c'est au milieu du livre, dans le plan médian du livre, qu'il évoque les complications, les difficultés qu'il a eu à transcrire et à traduire.
Pendant 25 ans, j'ai été confronté, moi, à cette question-là, à ce problème, pour faire ma thèse. Et ça portait sur quoi? Sur le conte, sur l'épopée, qui sont des récits relativement fixes et stabilisés par une société. On narre l'épopée de la même manière. L'épopée de Samba Gueladi Diégui se dit de la même façon. Normalement, ça se dit de la même façon. Et lorsque le griot royal narre l'épopée mandingue, il dit, c'est nous qui détenons les clés des 12 portes du mandingue. Parce qu'ils en ont la clé. Et il y a une clé unique qui ouvre une cellule unique. Si on se trompe de clé, on n'y entre pas. Donc, c'est très clair qu'il y a là l'idée d'un ajustement. C'est ces récits sur lesquels j'ai travaillé 25 ans. Et seul un récit approche de ceci, c'est les contes. Puisque un conte, en principe, est narré de la même façon, ça, Kumba Mndey, Kumba Mundey, avec des variantes selon les publics. Mais lui, il était sur un terrain de la création permanente. C'est la création permanente. Ce n'est pas donc un récit fixe. Même s'il revenait sur le même récit, c'est toujours un autre récit qu'il vous fournit. Et c'est ce phénomène des variantes qui est difficile à fixer. Il n'y a pas de fixe possible pour de l'eau qui vous file entre les doigts. Et c'est la création à l'état pur qui surgit à chaque fois qu'il ouvrait la bouche. La création à l'état pur. Et la création, ça ne se fixe pas. Chers collègues, ce n'est pas possible. La création, on peut simplement essayer d'en cerner l'espace de variabilité, exactement comme on fait avec l'électron. On dit c'est dans un point de l'espace. C'est la relation d'incertitude d'Heisenberg qui permet de savoir où se trouve à peu près l'électron, mais on ne vous dit pas un point fixe, il n'y a pas de point fixe là. Et c'est cela qui crée le vertige. C'est ça qui crée le vertige. À l'écouter, ça crée un vertige parce qu'on est en train de chercher partout ce bonhomme-là, là où on le cherche, il est de l'autre côté. Et c'est cela, il vous a dribblé. Il vous a dribblé. Et il nous a tous dribblés. Dribbler, c'est faire croire à l'adversaire, c'est pour quelqu'un comme Ronaldo, faire croire à l'arrière, au stopper, qu'il est là alors qu'il est de l'autre côté. C'est cela, dribbler. Alors c'est cela qu'il a fait avec son langage jusqu'à la fin. Et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Ça, je dis que ce travail-là, il faudrait sans doute revenir sur ces différentes étapes, sur ces différentes thématiques, arriver à faire, il y a une suite de toute manière forcément, et une suite de suite, une typologie des genres qu'il a pu adopter, arriver à mettre là-dessus des étudiants qui sont en master, de manière à ce qu'ils approfondissent systématiquement et que ce genre oral, précisément, qui est un trésor extraordinaire, que ce genre oral ne puisse pas disparaître. Parce que l'oralité, c'est cela, sa force, et c'est également cela, sa faiblesse, c'est de ne pas être fixe et de s'en aller si on n'arrive pas à faire un travail comme celui-là. Et ce sera à ce moment-là seulement que nous réussirons ce que j'appelle la grande mission de l'université africaine, c'est de réussir à assumer ce qui pouvait faire l'objet à un moment donné d'une inquiétude permanente chez nos aînés, chez quelqu'un notamment comme Cheikh Hamidou Kane, avec lequel je vous plais à en discuter, en inversant complètement ces termes. Nos enfants vont nous échapper, mais nous ferons en sorte qu'ils reviennent. Et pour cela, il faut que nous sachions que notre aventure ambiguë, présente un versant positif. Ce côté positif de l'ambiguïté de notre aventure, c'est d'avoir une double mémoire. C'est de pouvoir aussi bien, comme nous allons tous le faire, parler de Socrate, parler de Molière, parler également de Kocsi Barma et de Sanoko.